Donc après la construction du fort des Dames, qu'on a vu tout à l'heure à la plage des Vieilles et de, bien sûr, Jeanne-Pélagie de Rieux, le temps va passer et on va arriver en l'année 1803. 1803, avril 1803, c'est la rupture de la paix d'Amiens. La paix d'Amiens, c'était une paix qui avait été signée entre la France et l'Angleterre. Donc à nouveau, une fois de plus, les Anglais deviennent l'ennemi numéro 1 de la France. Et donc Napoléon va décider de remettre en défense toutes les frontières françaises, y compris les frontières maritimes. Donc il a fait venir à ce moment-là sur l'île un proche qui s'appelait le général Henri Bertrand, qui va rester sur l'île quelques semaines et vraiment étudier l'île sous toutes ses coutures pour pouvoir proposer un nouveau plan de défense pour l'île-Dieu. Donc il a rendu un rapport qu'on peut consulter encore aujourd'hui aux archives de Vincennes, où on a tout un tas de détails sur l'île, sur la vie de ses habitants. On sait quel était son relief, que faisaient comme métier les hommes de l'île, qu'est-ce qu'on y cultivait, etc. Et il va proposer une nouvelle défense qui va complètement changer ce qui se passait juste avant. En fait, il va proposer de créer ce qu'il appelle réellement une ceinture de feu sur tout le pourtour côtier de l'île. Donc, parce qu'il va se rendre compte qu'à cette époque, on pouvait tout à fait imaginer un débarquement sur la côte rocheuse, notamment sur des petites plages comme la plage des Sabias, par exemple, puisque les bateaux, à l'époque de Napoléon, étaient beaucoup plus manœuvrables que sur les époques précédentes. Donc là, il va plus s'agir seulement de défendre la côte sableuse, la côte abordable, mais de défendre l'ensemble du trait de côte de l'île-Dieu. Donc, il va proposer à Napoléon de construire 15 batteries de côte sur l'ensemble de ce relief. Et donc, ces batteries de côte, elles étaient assez simples. Là, on est à côté de la batterie des Vieilles. Donc, c'était simplement une levée de terre et de pierre, derrière laquelle on positionnait 1 ou 2 canons. Et donc, l'intérêt, c'était que chaque batterie de côte puisse voir sa voisine du point où elle se trouvait. Donc, notamment ici aux Vieilles, eh bien, on pouvait voir la batterie de côte des Corbeaux, et celle qui se trouve juste à côté, un peu avant le port de la Meule. Et donc là aussi, grâce à des tirs croisés, on empêchait tous les bateaux de s'approcher des côtes de l'île. Et à l'arrière, alors on le voit pas ici puisque la friche a repris ses droits, mais on avait aussi un petit corps de garde, donc une sorte de petite maisonnette dans laquelle on avait donc un espace où les soldats pouvaient se mettre à l'abri en cas d'intempérie et s'il n'y avait pas d'ennemis en vue, avec une petite cheminée. Et vraiment tout au fond de ces petits corps de garde, on avait une poudrière où on gardait la poudre pour les canons à l'abri et donc on la sortait au besoin pour alimenter les canons. Et donc Henri Bertrand a proposé à Napoléon, parce que bien sûr il s'est rendu compte que si jamais malgré tout les ennemis arrivaient à défier une de ces batteries de côte et à mettre le pied sur l'île, eh bien qu'il fallait une défense centrale à l'île-Dieu. Donc on va décider la construction d'un fort central. Donc c'est le tout premier fort de pierre levée qui se trouve pas vraiment au centre de l'île. En fait, il se trouve sur une colline au-dessus de Port-Joinville, le port principal de l'île. Et donc, si jamais les soldats qui se trouvaient en poste ici, voyaient les ennemis débarquer malgré leurs tirs de canon, eh bien, ils se précipitaient pour se réfugier dans ce fort central, ainsi que tous les autres soldats de l'île. Et comme ça, ils pouvaient tenir un siège assez longtemps en attendant que des secours, des renforts arrivent du continent. Donc en avril 1804, Napoléon va déclarer l'île-Dieu comme étant en état de siège. Donc c'est un peu comme le plan Vigile écarlate aujourd'hui. Donc le danger anglais était tellement énorme que il va envoyer donc ce mois-là, en avril 1804, 1500 soldats. C'était à peu près le nombre d'habitants à l'île-Dieu. Donc on va vraiment doubler la population par 2 avec cette arrivée de soldats, qui vont s'atteler à la construction de toutes ces défenses, mais aussi, bien sûr, à la construction de toutes les infrastructures permettant d'occuper de manière pérenne cette île. Et notamment, déjà, la population avait du mal à se nourrir en autonomie sur l'île, puisque on cultivait la terre, mais c'est une terre très difficile sur l'île-Dieu. Donc, il arrivait malgré tout qu'on doive importer des denrées du continent. Et donc, nourrir 1500 soldats en plus, c'était quelque chose de vraiment impossible. Donc, on a construit à Saint-Sauveur, qui était la capitale de l'époque, une manutention militaire où on conservait justement de la nourriture pour toute l'année, notamment du blé, de la farine, des salaisons,
Alors donc voici le plan de Saint-Sauveur, hein, de la capitale de l'île de l'époque en 1804. Donc on peut voir l'église bien sûr qui était déjà en place, hein, qui possédait une double nef notamment. En fait c'était une nef de secours puisque la nef principale était quasiment ruinée à cette époque-là. Elle sera restaurée par la suite. Et donc, quand l'armée napoléonienne va arriver, donc ils vont récupérer d'anciens bâtiments qui ne servaient plus, comme ces deux bâtiments-là. Donc ici, on avait la maison du procureur fiscal et en face le grenier à blé qui ne servait plus depuis la Révolution. Donc la maison du procureur fiscal va être changée en fait pour servir d'infirmerie. Et le grenier à blé seigneurial, lui, va servir d'hôpital justement pour soigner les soldats qui étaient donc en permanence sur l'île-Dieu. Ici, on va construire une caserne où on avait 320 lits donc pour loger une partie de ces troupes. Et puis, bien sûr, pour nourrir tout ce petit monde, on va construire cette manutention militaire. Donc, on avait plusieurs fours où logeaient aussi les cuisiniers, les boulangers. Voilà, c'était un petit peu le garde-manger pour toutes les troupes en place sur l'île-Dieu. L'armée va proposer aux gens de l'île d'héberger gratuitement 1, 2, 3 soldats s'ils le souhaitaient. Et en échange, si ces soldats ne devaient pas donc être en poste, ils devaient aider ces îlets, ces habitants de l'île-Dieu, à leurs travaux de tous les jours. Donc bien sûr, pour eux, c'était de la main-d'œuvre gratuite, donc ils étaient très contents de pouvoir avoir comme ça de la main-d'œuvre jeune en plus et gratuitement. Et puis bien sûr, on va réhabiliter d'anciens bâtiments toujours à Saint-Sauveur pour faire un hôpital militaire, une infirmerie. Donc on va avoir comme ça tout un processus qui va se mettre en place pour pouvoir accueillir de manière pérenne tous ces soldats. Donc ils vont rester à 1500 pendant plusieurs années et après bien sûr on va en avoir de moins en moins. Mais quand même pour cette île ça a été quelque chose d'assez phénoménal d'avoir autant d'hommes de l'armée sur l'île. Alors après cette effervescence napoléonienne, donc les soldats sont restés en garnison sur l'île, alors avec des effectifs moindres bien sûr, mais jusqu'au 21 juillet 1912, hein, puisque à cette époque, c'était le 93e régiment d'infanterie de La Roche-sur-Yon qui occupait le fort de Pierre-Levé principalement. Donc ce nouveau fort qui a été construit sur l'ancien fort napoléonien. Et à cette date, donc ils ont définitivement quitté l'île pour aller rejoindre bien sûr la frontière est de la France où le danger allemand était plus important.